Bonjour Noémie, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la coordinatrice de l'antenne Sud-Est pour l'Institut français pour la justice restaurative, un institut fondé en 2013. Il célèbre donc ses 10 ans cette année par Robert Cariou, qui est professeur émérite en criminologie, et Benjamin Sailloux, docteur en sciences criminelles, directeur de l'IFJR, et plusieurs chercheurs et praticiens évidemment se sont joints à eux pour préparer donc cet institut. Pour comprendre justement ce qu'est ce matin la justice restaurative, la réalisatrice Jeanne Herry, que vous connaissez, vous nous en parlerez dans quelques instants, a fait un film sur le sujet. Je verrai toujours vos visages, qui est paru et sorti au printemps dernier. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce de ce film avant de développer ce dispositif avec vous. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Voilà, ce que l'on voit dans ce film, c'est votre quotidien. Vous l'avez évidemment vu, ce film. Vous aviez même participé à son tournage. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'étais très émue parce que ce film reflétait plein de réalités. D'une part, la réalité des personnes quand elles participent à ces mesures de justice restaurative, que ce soit dans le cadre de rencontres de médiation en face à face ou des rencontres de groupe. Et puis émue aussi parce qu'elle était très respectueuse du travail immense que font les animateurs, les animatrices, et leur sérieux, leur rigueur, leur humanité, leur joie aussi. Et donc, je le regarde toujours avec beaucoup d'émotion. Depuis combien de temps, justement, ces animateurs, animatrices font ce métier en France? Quand est-elle apparue dans notre pays, la justice restaurative? Alors, il y a eu des premières expérimentations en 2010-2011, et puis la loi en 2014, le 15 août 2014. Mais ce métier-là, finalement, il existe parce qu'il y a des professionnels qui engagent du temps, mais il y a très peu de personnes qui sont à temps complet sur ce métier. Mais donc, ça va faire bientôt 10 ans qu'il y a une professionnalisation et aussi une animation de ces mesures. Et quels sont ces grands principes ? Alors, les grands principes pour ce qui est de la justice restaurative, c'est permettre un espace de dialogue sécurisé. Donc, on est sur la question du volontariat des personnes, la question de la participation confidentielle. En France, il n'y a pas d'impact sur la procédure. C'est dans un cadre très rigoureux, très sérieux. On traite avec des personnes qui, parfois, ont des répercussions très importantes dans leur vie. Et puis, c'est un processus qui est préparé énormément en amont. Et peut-être que la rencontre n'aura pas lieu. Mais peu importe. Ce n'est pas très grave, finalement. C'est pas l'objectif même. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, l'année prochaine, ça fera 10 ans que ce dispositif a intégré la loi, précisément donc le Code de procédure pénale. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça change qu'on peut informer les personnes victimes et les personnes auteurs, leurs proches, qu'un espace de dialogue est possible après qu'il se soit passé une infraction. Cet espace de dialogue, il n'est pas obligatoire et qu'il ne va pas se substituer, mais que peut-être on veut parler de pourquoi, du comment, de qu'est-ce qu'il s'est passé. Poser aussi des questions qui n'ont pas pu être posées à l'occasion du procès, ou même lorsqu'il n'y a pas eu de procès, quand même être reconnu dans ce qui a été vécu, mais aussi dans ce qui a été subi. Mais quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour se voir proposer une mesure de justice restaurative ? Actuellement, il faut qu'il y ait une procédure pénale, un procès en correctionnel, en assises, mais aussi des classements sans suite ou des alternatives. Il faut que ce soit des professionnels qui soient formés, qui animent ces mesures. Puis une des conditions principales, c'est d'avoir l'information que ça existe. Et parfois, c'est aussi ce que ça permet d'en parler. C'est pour cela qu'on le fait ce matin. Effectivement. Il y a 3 types de mesures de justice restaurative qui ont été créées, notamment la médiation restaurative. Comment ça se déroule ? Alors,
Je vais partir d'un cas un peu simple, mais par exemple, nous avons des personnes qui ont été victimes, qui ont eu un procès, puis finalement, à l'issue du procès, la condamnation, l'indemnisation, mais des questions perdurent, voire même un souhait de parler, de poser des questions, de s'exprimer autour de ce qui s'est passé. Et donc, cette personne victime peut venir voir une association d'aide aux victimes ou des professionnels qui accompagnent. Et puis, on va l'accompagner dans cette demande, se dire, est-ce qu'on peut accompagner sa demande ? Est-ce que les conditions de sécurité sont respectées ? Si tout cela concorde, on va aller faire informer la personne qui est destinataire. Voilà, vous avez un tel qui souhaiterait échanger avec vous autour de ça. Voici les conditions de cet échange. Et on va préparer les deux. Et s'il s'avère que les deux, le dialogue n'est pas possible, parce qu'il y a des raisons d'attente qui ne sont pas les mêmes, je veux parler de ça, moi je ne veux pas en parler, c'est important de recevoir des explications et l'autre n'est pas capable d'en donner, par exemple, on peut se dire peut-être qu'on ne peut pas y aller. Ou alors, au contraire, ça va s'arrêter parce que c'est volontaire, parce que les réponses ne seront pas importantes. Et finalement, l'espace de dialogue va se faire autrement. Donc ça, c'est la première mesure, la médiation restaurative. Il y a une deuxième aussi qui consiste à se faire rencontrer, vous le disiez très rapidement aussi, les détenus victimes ou les condamnés victimes. Qui sont ceux qui les accompagnent ? Alors, ceux qui les accompagnent, ce sont des professionnels. Alors, dans le film de Jeanne Herry, vous pouvez voir des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont des agents du service public d'État du ministère de la Justice, formés également. Et puis, vous pouvez avoir aussi des bénévoles. Dans certains départements, certains endroits, ce sont des bénévoles, mais ça peut être aussi bénévoles, CEPIP, ou professionnels de l'aide aux victimes, ou professionnels formés. L'idée, en fait, c'est que ces professionnels vont préparer tout le monde pendant au moins 3 entretiens préalables avec chacun des participants individuellement pour envisager cette possibilité de rencontre de groupe. Et il y a une troisième mesure qui est appelée la conférence restaurative. Oui. Elle est particulièrement d'ailleurs adaptée aux mineurs. Pourquoi ? Parce qu'elle elle comprend à la fois les personnes victimes, mais leurs proches, les personnes auteurs, que ce soit des adolescents, des enfants, mais aussi leurs proches. Et puis, l'idée, en fait, c'est de converger aussi à la fois sur un espace de dialogue, mais pourquoi pas sur des engagements que les personnes peuvent prendre pour que, qu'est-ce qui fait restauration pour l'un comme pour l'autre ? Qu'est-ce qui permet la responsabilisation pour l'un, pour l'autre ? Et comment les proches peuvent être aussi en soutien, mais aussi comment les proches peuvent dire, voilà comment ça m'a affecté ce qui s'est passé. Et donc d'avoir un espace de dialogue qui permette à la fois aux proches, aux victimes, aux auteurs, à leurs proches, et de se dire on peut trouver des solutions ensemble, mais les solutions, ce n'est pas obligatoire. C'est trouver un dialogue pour s'en libérer aussi. Et parmi ces 3 mesures qu'on vient de présenter, est-ce que vous avez plus recours à l'une d'entre elles ? Celle qui est la plus utilisée, qui est la plus demandée actuellement, c'est la médiation restaurative. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que ça a du sens que si on a commis une infraction ou si on l'a subie, et qu'on a encore des questions autour de ça, ou qu'on a une volonté de réparation, de restauration, ou d'aller vers la personne qui a été destinataire de l'acte subi ou commis, ça a du sens pour les personnes, c'est logique d'aller vers elle. Il y a 3 cercles aussi à visée restaurative qui ont été créés. Quelle est leur singularité ? Alors, il y a les cercles restauratifs qui sont comme des conférences restauratives, mais encore plus élargies, où il y a aussi des bénévoles ou des membres de la société qu'on appelle, nous, de la communauté, mais c'est dans un sens société civile de proximité, qui peuvent se mettre en place. Ces cercles, en fait, c'est aussi quand une infraction a eu lieu, mais qu'elle touche à un plus large panel de personnes, le terrorisme, les violences sexuelles dans l'Église, par exemple, ou des actes qui se sont produits, mais dans une dimension plutôt collective. Là, on va pouvoir proposer ces espaces de dialogue. Comment vous avez découvert la justice restaurative ? Dans mes études. J'ai eu la chance de faire un master où j'ai eu 40 heures de justice restaurative et c'était exceptionnel. C'était une révélation. Et en 2018, justement, l'Institut a ouvert par votre biais la première antenne qui couvre donc, le quart sud-est de la France, dont la région donc, Auvergne-Rhône-Alpes. Elle regroupe 26 départements, 8 cours d'appel. En quoi consiste votre travail au quotidien ? Parce que là, vous venez communiquer sur la justice restaurative, vous ne faites pas que de la communication. Précisément, c'est
accompagner les services dans leurs projets et leurs programmes de justice restaurative, l'aide à l'élaboration des conventions, l'élaboration des cahiers des charges, travailler sur des protocoles d'information, d'orientation des personnes, travailler sur une espèce de cohérence au niveau de toute l'antenne sur qu'est-ce qu'on communique, comment on le communique, combien de personnes sont accompagnées, et puis aussi les aider, et ça c'est très important, aider les animateurs et les animatrices à ce que s'ils ont des questionnements en termes de méthodologie sur l'animation des rencontres, eh bien qu'ils puissent avoir un soutien. Et c'est moi qui leur apporte ce soutien de supervision. Et c'est ce que vous faites dans le département de l'Ain, qui fait d'ailleurs figure de bon élève grâce à l'association d'aide aux victimes et médiation de l'Ain. C'est l'AVEMA. Claire Brasseur, qui gère d'ailleurs le pôle des mineurs et prévention, sera avec nous tout à l'heure, accompagnée de Mandy Pérémé-Devielle, qui est psychologue au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département de l'Ain. Ce sera dans quelques instants. Et avant cela, moi j'aimerais savoir quels sont les dispositifs, les outils que vous mettez justement à leur disposition pour les aider. Alors on va des conventions déjà qui se diffusent au niveau national, des conventions avec l'autorité judiciaire, avec des partenaires. Par exemple, dans l'Ain, vous avez l'ADTPJJ, le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'aide aux victimes et le tribunal judiciaire qui ont une convention. Et c'est comment on fait pour mettre en place ces mesures de justice restaurative, qui fait quoi. Et puis ensuite, il y a les cahiers des charges, comment on fait. On leur offre des ateliers d'accès à la justice restaurative pour d'autres services. Et des statistiques aussi, notamment, par le biais de l'Observatoire. Tout à fait. L'Observatoire qui recueille à la fois des statistiques, mais aussi l'expérience de justice restaurative, qui permet aussi de recueillir les témoignages des personnes, animateurs, bénévoles, participants, participantes. Et la semaine dernière a eu lieu la Semaine internationale de la justice restaurative. C'est chaque année la troisième semaine de novembre. Est-ce que justement d'autres pays dans le monde font figure d'exemple ? Oui, alors on va parler de la francophonie, mais on pourrait en dire plein. La Belgique, autant pour les mineurs que pour les majeurs, fait figure d'excellence depuis 2005. Le Québec, le Canada et le Québec aussi, tant pour les mineurs que pour les majeurs, enfin les enfants, adolescents et les personnes adultes. Mais les choses évoluent en France, puisque depuis le printemps 2022, vous coordonnez l'un des lieux d'expérimentation nationale, à savoir la Cour d'appel d'Aix en Provence. Quelle est votre mission là-bas ? L'idée, c'est de se dire, on a des demandes de justice restaurative, mais parfois on ne peut pas répondre à ces demandes parce qu'on manque d'animateurs, d'animatrices. Donc moi, l'idée, c'est de coordonner ces demandes et de permettre une mutualisation sur le ressort d'une cour d'appel pour que ces mesures, ces demandes de justice restaurative puissent être accompagnées. Et si ce n'est pas possible, c'est moi qui les accompagne par délégation. Très bien. On ira sur le site internet de la justice restaurative pour découvrir un peu plus encore ce sujet, mais surtout, on recommande aux téléspectateurs de voir ce film. Je verrai toujours vos visages. On va passer